Donc, bienvenue pour ce nouveau décryptage du mois. Ce mois-ci, donc, le décryptage porte sur une question essentielle. Comment gérer nos consommations d'électricité cet hiver et les suivants? Donc, nous aurons une présentation avec plusieurs intervenants et on répondra aux questions suite aux présentations. Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&R qui se trouve en bas de votre écran. Vous pouvez les poser au fur et à mesure des interventions, mais on y reviendra à la fin, on les reprendra dans l'ordre. Donc, je laisse la parole à Jean-Luc Saublet, le directeur délégué de la Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à tous et aux nombreux participants à ce décryptage. Je crois que depuis un peu plus d'un an que l'on propose, c'est le décryptage qui va être le plus suivi. Donc on est particulièrement dans l'actualité sur nos consommations électriques, comme dit le titre, pour cet hiver et les suivants. Et donc le but de ce décryptage, c'est de parler des solutions pour diminuer nos consommations électriques et mieux comprendre comment nous pouvons soulager le réseau électrique au bon moment. On va voir que ce n'est pas si simple, mais que des outils ont été mis en place. Donc, nous aurons l'intervention, et nous avons la chance d'avoir l'intervention d'Emmanuelle Geoffroy, directrice des affaires publiques Bourgogne-Franche-Comté de RTE. Bon, vous savez tous que RTE, c'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité et qui nous parlera et du contexte électrique actuel et des prévisions pour le passage de cet hiver et de l'outil EcoWatt, outil que, si vous ne connaissez pas, vous utiliserez dès la fin de cette présentation. En complément, Bertrand Cordonnier de la direction régionale donnera de nombreux liens et contacts pour s'informer et se faire accompagner sur notre région dans des actions de maîtrise de consommation d'énergie. Et puis, il abordera rapidement l'évolution du système électrique à plus long terme. Mais nous avons une guest star, une personnalité qui a tenu, et c'est important, à situer les enjeux. Et donc, je vais passer en premier la parole à Dominique von Spetten de l'Adréal qui va nous faire une intervention sur le contexte. Je demande aux trois intervenants d'essayer de faire le plus concis, de rester dans le timing pour laisser du temps aux questions. Merci, à tout à l'heure. Dominique, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Voilà, il était intéressant en effet de démarrer ce rendez-vous et fort justement avec ce titre comment passer cet hiver et les prochains autour de trois grands sujets aujourd'hui qui ont été mis en perspective pour justement organiser cela à court et moyen terme. Alors, je ne vais pas revenir sur et de décliner trop en avant, puisque ce sera l'occasion de ce séminaire et de cet échange de l'aborder, mais de rappeler que d'ores et déjà, et depuis le mois d'août, il y a un engagement fort des services de l'État, du préfet de région et des préfets au niveau départementaux pour justement présenter l'ensemble des dispositifs et notamment ce dispositif de sobriété qui est important pour soulager les différents réseaux. Quand je dis les différents réseaux, j'entends par là les différentes formes d'énergie, que ce soit gaz et électricité. Et puis peut-être aussi indiquer que le travail en effet est mené aujourd'hui sur le délestage, en tout cas le délestage électrique, est de nature à apporter un début de réponse lorsqu'il y aurait besoin de le mettre en place, lorsqu'il y a une inadéquation entre les besoins et la capacité que nous avons à mettre à disposition cette énergie collectivement. Et ce délestage, je le dis, est nécessaire, serait nécessaire pour éviter que finalement tout le monde soit délesté. Voilà, donc c'est peut-être important de rappeler cet élément fort qui est que si nous n'avions pas un dispositif de délestage adéquat, nous serions dans une incapacité de mettre à disposition toute forme d'énergie à l'ensemble du territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, peut-être au-delà. Et puis sur un
un peu plus long terme, mais c'est surtout un court moyen terme, c'est notamment le travail qui est mené actuellement par le gouvernement autour de l'accélération des procédures d'instruction des énergies renouvelables, qui doit nous aider à nous rendre collectivement moins dépendants, bien entendu, des énergies fossiles, et tout ceci, bien entendu, mis en évidence à l'aune de la crise énergétique qui est en cours et que nous continuons à vivre, et qui est à l'origine, pour partie, en tout cas pour grande partie, des difficultés que nous rencontrons en tout cas cet hiver, mais qu'il faut projeter en effet sur les prochaines années. Voilà, j'essaye d'être court comme il m'a été demandé, donc je resterai bien entendu à votre écoute au cours de ce rendez-vous et des questions que vous pourrez poser. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui avec l'ADEME, nous proposons donc un décryptage sur comment gérer nos consommations d'électricité pour cet hiver et les suivants. Alors pourquoi cette question? Tout simplement, il me semble important de rappeler qu'il faut en fait nécessairement un équilibre entre la consommation et la production d'électricité, donc l'offre et la demande. Cet exercice d'équilibre il est réalisé par RTE, donc le réseau de transport d'électricité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et comme vous le savez, parce que l'électricité ne se stocke pas à grande échelle. Alors, j'arrive pas à passer, pardon, merci. En logistique, non plus. Non, c'est le vôtre. Non, c'est bon. Bon, pardon, il y a un petit… Ah, ça y est, pardon, voilà, ça y est, j'ai compris. Alors, pourquoi cet hiver, le contexte est particulier? Alors, déjà, il faut savoir que l'hiver, c'est une saison de toute façon spécifique en matière de consommation d'électricité, puisque les températures chutent, du coup, le chauffage, naturellement, augmente. Il faut savoir, par exemple, que la chute de 1 degré en matière de température, ça correspond à une augmentation de la consommation d'électricité de 2400 mégawatts. C'est en gros l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. Et ça correspond aussi, en ordre de grandeur, en fait, à la consommation de la ville de Lyon et de Marseille. Donc, c'est quand même très significatif. Alors, pourquoi cet hiver et les suivants? Il y a un contexte particulier en raison de la disponibilité du parc de production nationale d'électricité, que ça soit du parc hydraulique, puisqu'il y a eu les sécheresses cet été, mais aussi du parc de production nucléaire. Vous le savez, il y a eu donc chaque année, il y a des arrêts de maintenance qui sont programmés, mais à cela s'ajoutent des arrêts qui étaient prévus pendant la crise sanitaire et qui ont dû, du fait de cette crise sanitaire, être reportés, et aussi suite à des problèmes de corrosion sous contrainte. Donc, on voit qu'en fait, effectivement, le parc de production nationale d'électricité est en fait plus faible que les années précédentes. Il y a aussi des capacités d'import d'électricité, donc ce sont les échanges d'électricité avec nos pays voisins. Ces capacités, elles sont réduites cette année en raison, en fait, notamment de la crise énergétique entre l'Europe et la Russie, car nos pays voisins puisent une partie de leur électricité du gaz. Alors, RTE a réalisé 3 scénarios qui ont fait l'objet d'une étude approfondie avec de multiples variantes. Ces scénarios, ils ont été établis en fait sur la base de la disponibilité donc du parc de production et des imports que je vous évoquais tout à l'heure. Donc 3 scénarios. Lesquels sont-ils? Donc tout d'abord un scénario haut avec une disponibilité assez élevée finalement du nucléaire. Donc ce scénario a été établi sur la base des données qui nous ont été adressées, communiquées par EDF. Donc, leurs prévisions, au moment où on a réalisé cette étude passage de l'hiver, donc en septembre, leurs prévisions pour janvier 2023, ces prévisions-là étaient au niveau de 50 gigawatts. Ça, c'est le scénario haut. Ensuite, on a fait un scénario dégradé où, en fait, on a une disponibilité moindre du nucléaire, mais aussi, en fait, des capacités d'import d'électricité avec nos pays voisins qui seraient dégradées. Et entre ces 2 scénarios, nous avons un scénario intermédiaire où, en fait, on a revu finalement à la baisse la disponibilité, les prévisions d'EDF en matière de disponibilité à horizon de janvier 2023. Nous, notre vision prudente,
RTE, c'est plutôt une disponibilité de l'ordre de 45 gigawatts. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, cette semaine, EDF a revu à la baisse ses prévisions de disponibilité du parc nucléaire. Leur prévision est désormais de 46 réacteurs nucléaires en janvier 2023. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, en fait, ces nouvelles prévisions sont conformes à notre vision prudente, puisque nous, on est sur une prévision de 45 réacteurs nucléaires en janvier 2023. Il faut savoir également que, en fait, donc ce rapport passage de l'hiver, donc il a été établi mi-septembre, il est réactualisé tous les mois. Donc, il a déjà fait l'objet d'une réactualisation mi-octobre. Lors de cette réactualisation, on a constaté qu'effectivement, en matière de gaz, il y avait un bon taux de remplissage des stocks. Qu'en matière hydraulique, de même, le niveau des barrages avait réaugmenté. Et qu'en ce qui concerne le nucléaire, nous étions dans les prévisions. Pour l'instant, on est conforme à nos prévisions. Donc là, il va y avoir mi-novembre, donc très prochainement, une seconde réactualisation. Et comme ça, tous les mois, pendant les 6 mois de l'hiver. Ensuite, ces 3 scénarios, nous les avons en fait confrontés à des hypothèses climatologiques. Donc, une hypothèse où il y aurait un hiver chaud, une hypothèse où l'hiver serait avec des températures moyennes, un hiver froid et un hiver très froid. Ce qu'on peut retenir, c'est que les situations extrêmes ne sont pas les plus probables. En fait, alors, ces situations extrêmes, ce serait finalement un cumul d'aléas défavorables avec donc une disponibilité du parc de production qui serait donc faible, mais également des capacités d'import d'électricité qui seraient également illimitées. Donc, ces situations extrêmes ne sont pas les plus probables. Le deuxième message de notre analyse, c'est que finalement, RTE n'envisage que quelques journées pendant ces 6 mois de l'hiver où la situation la tension sur le système électrique serait tendue. Et enfin, le troisième enseignement de notre analyse, c'est que dans la plupart des cas, donc là c'est la colonne variant de sobriété, on constate qu'avec des actions de sobriété, une large partie des risques est évitable et même ce en cas d'hiver froid à très froid. Alors, au vu de cette analyse et d'hypothèses, effectivement, on pourrait y avoir des situations dans lesquelles le système électrique serait tendu. RTE a identifié en fait des moyens de sauvegarde, donc des moyens d'urgence, qui permettraient en fait d'éviter des coupures, donc ce qu'on appelle une perte généralisée du système de contrôle du système électrique. Donc, ces moyens d'urgence, leur objectif, c'est bien évidemment de faire baisser la consommation, puisque dès lors qu'on sera en tension sur le système électrique, ça voudrait dire que la consommation serait supérieure aux moyens de production disponibles. Alors, quels sont ces moyens de sauvegarde? Il y en a 4. Le premier moyen de sauvegarde, en fait, c'est l'appel aux éco-gestes citoyens par le dispositif EcoWatt. Donc, l'objectif, donc ce dispositif, je vais y revenir juste après, son objectif, c'est évidemment de diminuer la consommation d'électricité. L'impact de ce dispositif, il sera en fait analysé et il va dépendre de la mobilisation de tous. Le deuxième moyen que nous avons pour faire baisser la consommation d'électricité, c'est le recours au service contractualisé d'interruptibilité. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, ce dispositif-là concerne des sites industriels qui sont fortement consommateurs d'électricité, donc en gros une dizaine de sites industriels en France. Ces sites-là ont signé un contrat avec RTE dans lequel ils s'engagent à pouvoir être interrompus de manière quasiment immédiate, en quelques secondes, ils peuvent arrêter leur consommation. L'impact sur la consommation électrique, c'est significatif puisque ça représente une consommation de 1130 mégawatts, soit l'alimentation approximative de 1,2 million de foyers. Suite, autre moyen d'urgence, le troisième, c'est une baisse de tension de 5% sur les réseaux de distribution d'électricité. Alors, cette baisse de tension, elle a lieu donc sur les réseaux de distribution et non pas sur le réseau de transport d'électricité. C'est une baisse de tension qui se fait en fait dans le respect des plages qui ont été contractualisées avec les consommateurs. Pour ce qui concerne les foyers, c'est très peu perceptible puisqu'en fait, ça va être une baisse
de la luminosité d'une ampoule, ça va être une diminution de la puissance de chauffe d'une plaque électrique. L'impact, il est très important puisque ça représente la consommation de 3 millions de foyers. Et le dernier recours, c'est-à-dire que si ces trois premiers moyens de sauvegarde, donc qui sont donc le dispositif EcoWatt sur lequel je vais revenir, l'interruptibilité avec les sites industriels fortement consommateurs d'électricité et la baisse de tension de 5%, si effectivement on n'arrive pas à rééquilibrer la consommation et la production d'électricité, on pourra avoir recours à des coupures donc temporaires, localisées et maîtrisées et proportionnées, c'est-à-dire vraiment limitées aux stricts besoins nécessaires des coupures d'électricité. Alors, ce qu'on peut voir sur ce graphique, ce qui est intéressant, donc on voit en fait en gris, c'est tout ce qu'on met en œuvre avant les moyens de sauvegarde. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on va d'abord avoir les moyens de production disponibles. Donc, cet hiver, on va réactiver tous les moyens de production qui sont disponibles. À cela va s'ajouter les imports d'électricité, mais également le mécanisme d'effacement. Donc, c'est vraiment en fait un mécanisme qui est totalement indépendant de la situation particulière de cet hiver dans laquelle on pourrait se trouver. Et c'est seulement si le cumul en fait de ces éléments-là, on se rend compte effectivement qu'il y a un déséquilibre au niveau du système électrique. On va donc avoir recours aux 4 mesures d'urgence que je vous ai évoquées précédemment. Et ce qu'on peut voir, c'est que si la mobilisation citoyenne est importante via le dispositif EcoWatt, donc plus cette mobilisation est importante, moins il y aura de coupures programmées. Donc, c'est vraiment un effet balancier entre l'effet du signal EcoWatt et la limitation du recours aux coupures temporaires. Sur ce graphique, nous avons en fait la courbe de charge de consommation d'électricité sur une journée, donc sur 24 heures. Ce qu'on peut voir, c'est que sur une journée, en fait, il y a 2 pics de consommation. Le premier pic de consommation, c'est le matin, 8h, 13h. En gros, c'est le démarrage de l'activité, l'arrivée au travail. Et le soir, 18h, 20h. Donc, 18h, 20h, en fait, ça correspond au retour des foyers chez eux et donc le recours finalement à l'électroménager, l'éclairage et le chauffage. Ce qu'on voit, c'est qu'avec le plan de sobriété, on peut consommer moins, on va décaler notre consommation. Hein. L'objectif étant évidemment de lisser ces pics de consommation sur ces plages horaires-là, 8h, 13h, 18h, 20h. Et on voit bien qu'avec le dispositif EcoWatt, on réduit encore plus cette courbe et vraiment, on a un effet, l'objectif étant de lisser vraiment ces pointes et de pouvoir réobtenir cet équilibre. Alors, je vous ai parlé du dispositif EcoWatt. Ah oui, pardon. Ah oui, excusez-moi. Alors, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Ok, super. Pardon. Alors, ok. Donc, le dispositif EcoWatt, de quoi s'agit-il? En fait, c'est une application. Donc, je vous invite, une application sur smartphone. Donc, je vous invite à la télécharger. C'est aussi un site internet, monecowatt.fr. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une météo d'électricité. Alors, c'est avec un fonctionnement très simple, avec un code couleur, 3 couleurs, vert, orange, rouge. Vert, le système électrique se porte bien, tout va bien. Orange, le système électrique se trouve dans une situation un peu plus tendue. Les éco-gestes citoyens sont donc les bienvenus. Et rouge, là, le système électrique est dans une situation très, très tendue. Et donc, si on ne baisse pas notre consommation, si nous tous, nous ne baissons pas notre consommation d'électricité, des coupures ciblées sont inévitables. Et donc, si un signal rouge est émis, nous appellerons l'ensemble des citoyens, entreprises, collectivités à diminuer leur consommation d'électricité, et ce, donc, sur les plages horaires, parce que vraiment, l'idée, c'est de réduire la consommation sur les pointes de consommation, donc vraiment 8h, 13h, 18h, 20h. Il faut savoir que sur cette application-là, vous allez pouvoir paramétrer des notifications, ce qui fait que s'il y avait l'émission d'un signal, vous pourriez en être informé. De même, sur le site internet donc monecowatt.fr, vous avez la possibilité de renseigner votre numéro de téléphone ou votre adresse mail, et ce afin de recevoir donc une alerte en cas d'émission d'un signal rouge.
Mon EcoWatt, donc si vous y allez aujourd'hui, vous allez constater, c'est une météo donc je l'ai dit, hein, c'est sur la tension du système électrique. Vous allez voir, c'est sur 4 jours glissants, jour J jusqu'à J+3. Donc aujourd'hui, on voit que le signal est vert et on voit que les 3 jours suivants, le signal est vert également. Alors, l'objectif d'EcoWatt, c'est évidemment d'alerter et ensuite d'agir, hein, parce que vraiment, si tout le monde agit, on va pouvoir éviter, ou en tout cas, si on ne peut pas éviter, on pourra limiter dans la durée les coupures d'électricité. Pourquoi? Parce que dans la grande majorité des cas, une baisse de simplement de 1 à 5% de la consommation va suffire pour rééquilibrer donc l'équilibre entre l'offre et la production d'électricité. C'est vraiment que si dans les cas les plus extrêmes, hein, donc c'est vraiment si en fait il y a des températures extrêmement froides, des capacités d'import qui seraient vraiment extrêmement faibles, que là, la baisse pourrait être plus importante et à hauteur de 15%. Il faut savoir qu'il y a des gestes qui peuvent nous paraître très anodins, qui vont avoir une conséquence significative sur la consommation d'électricité. Parce que, par exemple, si tous les Français, dans chaque foyer français, une ampoule était éteinte, donc vraiment c'est un geste totalement qui peut nous paraître à titre individuel totalement anodin, mais si donc tous les foyers éteignaient une ampoule, ça représenterait en fait la consommation des villes de Dijon, Nancy et Strasbourg cumulées. Donc, on se rend bien compte qu'effectivement, ça a un impact important sur la consommation d'électricité. Autre éco-geste, par exemple, si un quart des foyers français décalaient pendant les périodes de pointe, donc 8h, 13h ou 18h, 20h, le recours, donc si un quart des Français décalent pendant ces périodes de consommation le recours à des appareils électroménagers, ça représente la consommation de deux fois la consommation de la métropole de Dijon. Donc vraiment, on se rend compte que finalement, par des petits gestes à notre main, ça peut avoir un impact significatif sur la gestion en fait de l'équilibre consommation-production d'électricité. Donc notre message vraiment clé, c'est qu'avec des gestes simples, on peut réduire la consommation d'électricité. Alors il faut savoir qu'il y a des entreprises, des collectivités, associations, fédérations qui ont souhaité aller plus loin et s'inscrire de manière plus forte dans cette gestion collective du passage de l'hiver et qui ont en fait signé une charte d'engagement, une charte qui est portée par l'ADEME et RTE, charte dans laquelle en fait ces partenaires du coup s'engagent, notamment par exemple lors de l'émission de signaux et notamment un signal rouge, de prendre des dispositions complémentaires pour réduire leur consommation d'électricité. Alors par exemple, ça peut être le jour où il y a un signal rouge, on baisse d'1 degré supplémentaire notre chauffage. Ça peut être par exemple, on éteint les anciennes lumineuses, on éteint les écrans à affichage dynamique ou encore on décale, par exemple, si on a une flotte de véhicules électriques, on décale la recharge de ces véhicules électriques à une période autre que 8h, 13h. Il faut savoir que, évidemment, la situation de chacun étant différente, ces partenaires-là, il leur revient en fait la possibilité de choisir les actions qui correspondraient, qui seraient le plus adaptées à leur situation. Évidemment, RTE n'impose aucune action. On l'a bien vu, toutes les actions sont les bienvenues pour pouvoir rééquilibrer le système électrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup déjà d'entreprises, fédérations, associations qui se sont manifestées et qui sont donc partenaires de RTE et de l'ADEME sur ce dispositif-là, donc le dispositif EcoWatt. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressés, à vous manifester. Vous avez en fait sur le site monecowatt.fr l'adresse mail qui est donc sur la diapositive contact@monecowatt.fr. Il suffit d'adresser un petit mail en disant voilà, vous êtes intéressé par la démarche EcoWatt et la charte d'engagement. Et ainsi, en fait, on reviendra vers vous afin de vous communiquer plus d'informations à ce sujet. Voilà, donc là, c'était un exemple d'extrait de la charte d'engagement. Voilà, donc si vraiment notre message, c'est il faut, en fait, tous les gestes sont les bienvenus pour une gestion collective du passage de l'hiver et puis pour qu'on passe en fait un hiver plus serein. Voilà, j'en ai fini pour
notre présentation. J'ai vu qu'il y avait des questions, donc on les reprendra à la fin de la présentation de Monsieur Cordonnier de l'ADEME. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Emmanuel. Je partage mon écran à mon tour. Donc moi bonjour à toutes et à tous, donc Bertrand Cordonnier de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté. Moi je vais juste apporter quelques compléments à cette présentation en focalisant un petit peu plus sur les ressources. Emmanuel a donné quelques exemples d'actions pour diminuer nos consommations. Moi je vais pas faire la liste de tout ce qu'on peut faire. Par contre je vais vous donner pas mal de liens où vous pouvez retrouver des documents, principalement de l'ADEME, sur tous ces gestes-là, que vous retrouvez aussi sur le site EcoWatt, qui vous renvoie sur ce site. L'accompagnement que vous pouvez avoir sur la Bourgogne-Franche-Comté également pour avoir un plan d'action pour cet hiver, mais pour au-delà également pour diminuer vos consommations d'énergie. Et puis quelques diapos rapides sur les perspectives pour le système électrique à plus long terme. Donc, sur les ressources qu'on peut avoir sur cette thématique-là, côté ADEME, on a deux liens importants. Agir pour la transition, où vous retrouverez pas mal de nos outils, de nos conseils, ainsi que tous nos dispositifs d'aide financière également sur ce site. Donc, c'est vraiment un site important où vous retrouvez beaucoup de choses. Et un deuxième, la librairie de l'ADEME, où là, il y a l'ensemble de nos documents techniques, grand public et autres, où là, pareil, c'est vraiment une mine d'informations. Il y a énormément de choses dedans. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, donc j'ai essayé de pointer, de vous mettre quelques liens. Donc vous aurez bien les diaporamas à la suite de la présentation sur notre site. Donc je vais passer assez vite cette liste, mais vous pourrez retrouver tous les liens sur le diaporama puis aller voir ces documents. Donc pour les particuliers et les citoyens, donc un lien sur Agir pour la transition où il y a des guides ont été remis à jour en plus vu le contexte actuel et donc sur le site Agir pour la transition vous avez pas mal d'éléments pour réduire les consommations électriques, énergétiques, réduire les factures d'électricité évidemment, des trucs et astuces, voilà, on en a cité quelques-uns mais il y en a encore beaucoup d'autres. Et en termes d'accompagnement, vous avez évidemment le service France Rénov qui est à la disposition de tout à chacun pour avoir un accompagnement sur la rénovation de l'habitat. Évidemment, c'est un projet un peu plus long terme que pour cet hiver, mais pour les hivers suivants, évidemment, maîtriser nos consommations et moins consommer en isolant notamment les logements, c'est essentiel. Donc, vous avez ce service-là qui est à votre disposition et vous avez le lien pour trouver le conseiller sur votre territoire. Pour les collectivités, là aussi, une page spécifique sur Agir pour la transition, où vous retrouvez tous les documents de l'ADEME sur le thème. J'en ai mis deux pour exemple, l'éclairage extérieur, dont on parle beaucoup aussi côté collectivité aujourd'hui, donc un guide pour rénover, les dépenses énergétiques des collectivités locales, savoir où vous consommez, et puis un document intéressant qui a été publié très récemment par Amorce, justement pour passer cet hiver et les actions engagées au sein des collectivités. En termes d'accompagnement sur la région, il y a vraiment un outil qui est tout à fait adapté pour ça, ce sont les conseillers en énergie partagée. Toutes les communes peuvent bénéficier de ce service où un conseiller va les aider à mieux connaître leur consommation d'énergie et à avoir un plan d'action pour réduire les consommations, donc par la sobriété, par l'efficacité énergétique, puis par les énergies renouvelables. Donc, c'est vraiment un service extrêmement intéressant pour les collectivités. Donc, vous avez le lien, encore une fois, pour trouver les bons contacts. On a réalisé également des petites vidéos pour vous montrer des exemples d'actions qui peuvent être réalisées par ce biais-là. Au niveau des acteurs économiques, donc là également une page spécifique sur Agir pour la transition où vous retrouvez l'ensemble des dispositifs, que ce soit des aides techniques ou financières. Et en région, nous avons un réseau d'accompagnement qui marche très bien, le réseau de la transition écologique et économique, qui réunit différentes structures, les chambres consulaires, l'agence économique régionale, le générateur Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, qui sont là pour accompagner tous les acteurs économiques dans leur démarche environnementale et énergétique. Donc, vous avez le lien pour retrouver les bons interlocuteurs également. De manière un peu plus précise pour les acteurs industriels, du commerce, des services, vous avez également une page Internet spécifique de la CCI Bourgogne-Franche-Comté où vous retrouvez de nombreux documents vraiment
plus ciblé pour ces acteurs-là. Ils ont notamment organisé un webinaire récemment sur la sobriété en industrie que vous pouvez voir en replay, un webinaire à venir sur les aides financières. Donc voilà, ne pas hésiter à aller voir sur ce site. De même pour les entreprises artisanales, une page sur le site de la Chambre des métiers, où là encore, il y a de nombreux documents et souvent des guides très concrets pour mieux connaître ses consommations, comment les mesurer, comment regarder, mieux appréhender sa facture, que ce soit électrique ou gaz d'ailleurs. Donc ne pas hésiter à aller consulter ce site. Et pour le secteur agricole, chaque chambre départementale d'agriculture a un conseiller énergie qui pourra également vous renseigner. J'en finis avec un petit zoom sur les consommations dans les bureaux et les usages numériques, parce que c'est évidemment des usages importants qui nous touchent tous. Là aussi, de nombreux guides ont été mis à jour récemment, voilà, pour mieux connaître et comprendre ces consommations-là. Donc, encore une fois, j'ai mis quelques liens. Et à noter que pour les professionnels, la CCI de Bourgogne-Franche-Comté a mis en place aussi un dispositif spécifique, Bureau vertueux, où vous aurez un accompagnement spécifique pour réduire ces consommations d'énergie au bureau. Donc, de même, ne pas hésiter à se renseigner et à bénéficier de cet accompagnement. Voilà. Pour finir sur les différents liens, donc vous retrouvez sur le site de l'ADEME pas mal de documents, des infographies très simples pour mieux comprendre le contexte. Et j'ai mis 2 liens vers des documents aussi récents publiés par Leclerc et par l'association Negawatt. Voilà. Pour finir, je vais faire quelques diapos sur le mix électrique, mais à une échelle plus lointaine, puisque comme vous le savez peut-être, en début d'année, il y a de nombreuses publications de travaux prospectifs qui ont regardé quel pourrait être le mix électrique d'ici 2050 en France, dans un avenir décarboné. Donc, il y a eu RTE fait des scénarios, l'ADEME également, le scénario Negawatt qui existe depuis longtemps. Donc, je ne vais pas détailler ces scénarios, mais pour se projeter un peu, regardez un peu ce que ça nous dit, parce qu'on vit une période un peu paradoxal, on nous annonçait, ou en tout cas, on pouvait craindre qu'avec le développement des énergies renouvelables, notamment électriques, avec des productions variables, on pourrait avoir des risques d'approvisionnement en électricité sur le réseau. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, voilà, alors qu'on est plutôt à la traîne sur ces productions-là, on a quand même des risques et au contraire, on souhaite développer les énergies renouvelables. Donc, on voit que la sécurité, l'approvisionnement en électricité, elle se réfléchit bien en amont et elle s'anticipe. Donc, ces ressources, ces travaux prospectifs regardent ça. Les 2 grandes conclusions, c'est que d'ici 2050, dans un avenir décarboné en France, la ressource pour la production d'électricité sera principalement d'origine renouvelable. C'est-à-dire que dans les différents scénarios, on est entre 50% et 100% d'électricité renouvelable dans le mix. Et la sécurité d'approvisionnement est notamment assurée par la flexibilité du système électrique. Donc cette flexibilité, on en entend de plus en plus parler. Et Emmanuel Geoffroy on a cité quelques exemples. Donc voilà, j'en ai remis aussi les éléments importants qui demain nous permettront à coup sûr d'avoir une sécurité d'approvisionnement électrique. Donc ça passe notamment par l'interconnexion des réseaux électriques entre les différentes régions et les différents pays, le pilotage de certaines consommations, on en a parlé également, mais on va devoir développer ce pilotage-là, et notamment sur de nouvelles applications comme les recharges de véhicules électriques, sur la production d'hydrogène, où là on a un potentiel de pouvoir piloter ces consommations. La production renouvelable pilotable, c'est-à-dire que si les énergies éoliennes et photovoltaïques ne sont pas pilotables, d'autres énergies qui produisent moins, mais qui vont nous être très utiles parce qu'elles pourront être pilotées et actionnées à des bons moments. Et puis le stockage d'électricité, qui est difficile à faire, à le généraliser, mais néanmoins il existe aujourd'hui de nombreuses solutions pour stocker l'électricité. J'en ai mis là quelques-unes, et donc on devra développer ces solutions de stockage à différentes échelles pour assurer l'approvisionnement électrique. Pour finir, deux exemples qui sont importants parce qu'on nous demande souvent, finalement, par les temps qui courent, on nous dit qu'il faut acheter des véhicules électriques et on nous dit d'un autre côté qu'on pourrait avoir des risques sur le réseau électrique. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Donc j'ai mis deux exemples sur ces usages de l'électricité nouveaux qu'il va falloir développer pour bien comprendre les enjeux. C'est que dans une politique publique générale, si on veut diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faudra électrifier de nombreux usages et plusieurs usages. Et ça, c'est indispensable.
Par contre, les conditions et les vigilances à avoir pour cette électrification sont extrêmement importantes parce qu'on pourrait avoir des projets contre-productifs finalement, qui n'iraient pas forcément dans le bon sens si on électrifie sans trop réfléchir à la façon. Deux exemples assez parlants, c'est évidemment la mobilité électrique. À ce sujet, l'ADEME vient de paraître un avis sur le véhicule électrique et les bornes de recharge. Donc, vous retrouvez beaucoup d'informations sur cet avis, mais voilà, deux vigilances à avoir qui sont reprises. C'est le modèle de batterie qu'on va choisir. C'est-à-dire qu'une mobilité électrique, il ne faut pas aller chercher un maximum d'autonomie, même si évidemment c'est toujours plus confortable. Et d'un point de vue environnemental, d'un point de vue impact de ces véhicules-là, avoir un maximum d'autonomie sur la batterie, c'est-à-dire avoir une grosse batterie qui consomme beaucoup, qui pèse lourd, et donc c'est pas forcément un avantage d'un point de vue environnement. Donc on va vraiment raisonner la capacité de sa batterie à son usage et on va essayer d'être sobre à ce niveau-là. De même pour le remplissage de cette batterie, on va privilégier des remplissages lents, plutôt dans la nuit à la maison ou en journée au travail, pour éviter d'avoir trop d'impact important sur les réseaux électriques. Un autre cas, et j'en termine avec ça, l'électrification du chauffage. Vous voyez sur le petit graphique, ce qui était dit un petit peu également précédemment, c'est que en période hivernale, le chauffage, notamment en France, qui a été le chauffage électrique, en tout cas, qui a été poussé à une certaine époque, représente une forte augmentation de la consommation. Là où la consommation d'électricité de manière générale hors chauffage augmente finalement assez peu dans la période hivernale, c'est vraiment le chauffage qui met une pointe électrique importante et donc qui contraint le réseau. Donc, si on rajoute du chauffage électrique par rapport à ça, on va encore impacter cette pointe-là. Donc, on a rédigé une note à ce sujet-là sur l'électrification du chauffage en Bourgogne-Franche-Comté pour donner un avis parce que c'est important de régionaliser déjà cette thématique-là. On va évidemment pas avoir les mêmes climats d'une région à une autre. Donc, il faut regarder ça d'un point de vue plus régional. Et on s'aperçoit que l'électrification du chauffage peut être une bonne solution. Par contre, dans certains cas, dans le neuf, les bâtiments neufs ou dans l'existant avec une rénovation énergétique performante, c'est-à-dire des bâtiments bien isolés. Là, on pourra aller sur de l'électrification, on aura assez peu d'impact en termes de consommation et d'appel de puissance électrique. Par contre, sur un bâtiment peu isolé, avec des modes de chauffage à haute température, dans les radiateurs en fonte, là, on aura un bilan énergétique qui sera très moyen. De même, on évitera les chauffages électriques directs, vraiment privilégier les pompes à chaleur qui ont des meilleurs rendements pour peu qu'elles soient bien dimensionnées et bien installées. Donc, on voit que voilà, c'est l'électrification de ces usages-là à plus long terme. Ça a un vrai intérêt. Par contre, voilà, il ne faut pas les faire non plus n'importe comment et prendre quelques précautions pour limiter l'impact, notamment sur le réseau électrique. Voilà, j'en ai fini et donc nous sommes à disposition pour prendre l'ensemble de vos questions. Merci d'avoir tenu à peu près le timing, ce qui nous laisse quand même une vingtaine de minutes pour les questions. Donc, il y en a déjà quelques-unes, on va les reprendre dans l'ordre. Est-ce qu'il y a une consommation de charbon pour alimenter le réseau? Alors, effectivement, si l'hiver, en fait, est tendu, enfin, si les températures baissent extrêmement et que la capacité, enfin, la disponibilité du parc de production actuel n'est pas suffisant pour retrouver cet équilibre que j'évoquais tout à l'heure, en fait, on actionnera tous les moyens, tout ce qui est disponible qui serait disponible pour rétablir cet équilibre. Donc oui, potentiellement, il pourrait y avoir effectivement des centrales qui pourraient être réactivées cet hiver. Et à noter en complément, c'est que on importe également, on peut importer ou exporter de l'électricité, alors notamment d'Allemagne ou d'autres pays qui produisent une partie de leur électricité au charbon. Donc, dans le cas d'import, évidemment, on a aussi indirectement une production au charbon qui est consommée en France. Question suivante, savoir si le système EcoWatt est général à la France ou bien ciblé par région, voire par ville. Alors, en fait, c'est vraiment un dispositif national, dans le sens où, effectivement, les moyens de production sont… la production, pardon, elle est locale, mais la gestion du système électrique, elle se fait au niveau national. Donc, c'est vraiment, en fait, même si vous avez une région très fortement productrice, par exemple, si je prends le Grand Est à côté de chez nous, c'est une région qui est très productrice d'électricité. Néanmoins, bien évidemment, elle sera mise à contribution au même titre que les autres régions.
Donc, c'est vraiment une vision nationale. Donc, c'est-à-dire que quand on se place à J-3 ou à J, si on prend dans ce sens-là, c'est vraiment à l'échelle nationale. Donc, c'est un dispositif national. En revanche, plus on va avancer dans les jours, et si effectivement le scénario où on n'arriverait pas en fait à rééquilibrer production-consommation et on serait amené en fait à utiliser le dernier moyen de recours avant la perte de contrôle, qui serait donc des coupures qui seraient ciblées, là effectivement ces coupures ciblées, elles vont concerner des départements spécifiques, même s'il y aura une analyse qui sera faite sur l'ensemble du territoire, elles seront elles localisées. Alors, la question suivante. Comment peut-on réduire la consommation d'électricité en copropriété? Alors, c'est effectivement une question intéressante. Donc là, je pense qu'il faut voir avec les syndics de copropriété. Alors, c'est pas, sur le coup, c'est pas le rôle de RTO. Je ne sais pas si, nous, on est là plus sur la gestion globale du système électrique au niveau national. Pas tellement sur les moyens pour y arriver. Alors, je ne sais pas si l'ADEME, Bertrand, vous avez des éléments. Oui, je pense que vous pouvez contacter les conseillers France Rénov aussi, qui peuvent vous accompagner et qui peuvent accompagner les copropriétés dans certains cas sur la maîtrise de leur consommation. Après, en copropriété, je dirais la consommation d'électricité commune, voilà, ça peut passer par les ascenseurs, l'éclairage, mais la plus grosse consommation, elle est quand même dans les logements. Donc, je dirais copropriété ou pas copropriété, voilà, s'il y a du chauffage électrique, eh ben, elle est gérée par logement. Donc, je dirais que c'est plus facile de maîtriser et de réduire les consommations d'électricité en copropriété que, par exemple, isoler un bâtiment en copropriété où là, on sait que les travaux lourds sont toujours plus compliqués à organiser en copro. Donc voilà, la consommation d'électricité, elle est vraiment dans chaque foyer. Donc voilà, vous pouvez la consommer avec les gestes dont on a parlé, y compris en copropriété. Question suivante. Quelqu'un qui nous dit comprendre l'objectif de l'application qui vise à éviter des coupures d'électricité, mais dans le contexte de changement climatique et en pleine COP 27, une telle application n'envoie-t-elle pas un signal contradictoire dans la mise en œuvre d'une politique ambitieuse de sobriété en ne liant les petits gestes qu'à ce risque de coupure? Alors non, oui, effectivement, les petits gestes, l'efficacité énergétique, la sobriété, tous les éléments et toutes les actions qu'on peut faire en matière de bonne gestion de l'électricité, effectivement, elles sont bienvenues sur toute période. En revanche, mes propos portaient plus sur, effectivement, s'il y a vraiment un risque de déséquilibre, là, encore plus, il faudra prendre des dispositions complémentaires. Par exemple, l'utilisation du recours à des ampoules basse consommation, des LED, basse consommation, là, effectivement, on est sur de l'efficacité énergétique. En revanche, si on vous conseille de baisser d'1 degré supplémentaire votre température, là, on est plus sur des mesures d'urgence et plus à réaliser uniquement quand il y aura un signal rouge. Pour ce qui est, donc, il y avait plutôt deux questions dans votre question. En ce qui concerne les mesures d'urgence aujourd'hui et aussi à plus long terme, en fait, et notamment la neutralité carbone à horizon 2050. En fait, là, le dispositif de cet hiver, c'est un dispositif vraiment spécifique d'urgence et il n'est pas du tout contradictoire avec notre ambition de neutralité carbone à horizon 2050. C'est vraiment une situation d'urgence, donc on doit répondre avec des moyens d'urgence. Donc, notamment, tout à l'heure, il y avait une question sur l'utilisation du charbon. Évidemment, ça ne s'inscrit pas dans la continuité et dans l'objectif final qui est de neutralité carbone. Néanmoins, il faut qu'on trouve des solutions à très court terme pour le passage de cet hiver. Voilà. Donc, c'est pas contradictoire vis-à-vis de notre objectif 2050. Alors, je continue. Une question qui nous demande, qui nous fait remarquer qu'EcoWatt n'est pas compatible avec tous les smartphones. Alors, je suis étonnée parce qu'il me semblait que ça devait l'être. Donc, je vais faire remonter. Je vais voir avec effectivement la communication chez nous. Mais normalement, on avait pris les dispositions pour que ça soit compatible avec tous les smartphones. Question suivante. Quelqu'un qui aimerait qu'on réexplique le lien entre tension sur le gaz en Europe et impact sur la production d'électricité en France. Oui, alors c'est parce qu'en fait,
dans nos pays voisins, un certain nombre d'entre eux, en fait, utilisent du gaz pour produire de l'électricité. Et donc, si nous, en fait, on a une tension sur l'électricité, on va devoir, je vous l'expliquais tout à l'heure, avant d'avoir recours à nos mesures d'urgence, on a recours notamment donc aux imports. Donc, en fait, les échanges avec nos pays voisins. Sauf que si eux ont des difficultés à produire l'électricité parce qu'ils n'ont pas assez de gaz pour produire cette électricité, en fait, du coup, de fait, ça va créer une tension chez nous. Enfin, disons que ça va limiter nos possibilités d'importer l'électricité de ces pays-là. Question suivante, quelqu'un qui vous remercie pour la présentation. Et même si chaque petit geste compte, pourquoi simplement inciter les collectivités à éteindre les panneaux publicitaires, par exemple, et ne pas les y obliger? Ces grands panneaux LED ultra lumineux et consommateurs d'énergie tournent en continu. Je suis sûre qu'en les éteignant, la consommation de Dijon serait sauvée. Oui, alors en fait, nous, on ne peut pas, en RTE, réseau de transport d'électricité, on ne peut pas imposer. C'est vraiment des préconisations, j'entends bien évidemment. Je sais qu'il y a pas mal de collectivités qui ont pris des dispositions complémentaires et pas seulement en cas de signaux qui seraient rouges. Ils éteignent, par exemple, ça peut être de l'éclairage public, un lampadaire sur 2 qui serait éclairé, etc. J'entends votre remarque, et effectivement, mais là, ça relève en fait du pouvoir réglementaire. Donc, malheureusement, ce n'est pas à notre main. On a ensuite une remarque, une grosse voiture souvent représente une grosse batterie, donc je pense que là-dessus on est d'accord. La question suivante est comment est connu et diffusé l'outil EcoWatt, par exemple auprès des syndicats de copropriété ou autres. Donc plus généralement, quelle est la communication autour de cet outil? Alors, il y a une communication, alors déjà, par exemple, comme aujourd'hui, par des décryptages, par des actions de sensibilisation qu'on peut faire via différents canaux. Il y a aussi, alors maintenant, c'est le petit sigle que vous avez vu dans ma présentation, j'avais mis le petit logo EcoWatt. En fait, notamment, il y a des chaînes avec la météo. Il y a la météo de l'électricité après la météo donc, du jour. Donc finalement, c'est des points. Alors, ça ne répond pas directement à votre question parce qu'on ne va pas appeler les syndicats un par un. On passe peut-être plus par les fédérations et donc par des réseaux auxquels ils adhéreraient. Et par en fait, il y a beaucoup de communication, que ça soit à la télévision, dans la presse, c'est relayé. Donc il y a aussi du bouche à oreille finalement. Et j'ai envie de dire, oui, c'est ça, par des fédérations aussi. On pourrait viser ensuite les syndicats. Question suivante. Est-ce que l'État et les organismes publics envisagent de conserver ces dispositifs pour les années futures, puisque le but est de faire de la sobriété? En ce moment, on fait cela car c'est la crise, mais si nos centrales refonctionnent correctement l'année prochaine, que se passe-t-il? Quid de la sobriété? Nous allons dire quoi aux consommateurs et quid des prix de l'électricité, de l'énergie, pardon. Alors, il y a beaucoup de questions. Oui. Alors, si je les reprends une par une. Alors, je ne sais pas ce que le gouvernement décidera, en tout cas, vis-à-vis de ces dispositifs pour les années suivantes. Ce qui est sûr, c'est que nous, ça fait déjà 1 an. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, l'analyse passage de l'hiver est réalisée tous les ans par RTE. Ça fait partie de nos missions de prospective, de réaliser des analyses prospectives, etc. Donc, le passage de l'hiver, on le fait tous les ans. Et déjà, en fait, l'année dernière, on disait déjà, alors pas autant que cette année, mais on disait attention, le système électrique dans les années à venir risque d'être plus tendu, etc. Donc, on sait déjà, c'est pour ça qu'on l'a mis l'intitulé, c'est pas juste le passage de cet hiver, mais ça sera aussi normalement le suivant et peut-être celui encore après. Donc, normalement, ça va quand même s'inscrire dans la durée. On sait que de toute façon, pour arriver à la neutralité carbone, il va y avoir une forte augmentation de l'électricité. Donc, il va falloir aussi, on va consommer beaucoup plus, mais il va falloir faire attention à l'utilisation de nos ressources. Donc, à mon sens, cette notion d'efficacité énergétique et de sobriété énergétique devra s'inscrire dans la durée. Néanmoins, je ne sais pas effectivement quelles seront les dispositions qui seront prises par le gouvernement. Je peux peut-être apporter un élément de réponse complémentaire. Le dispositif de délestage tel qu'il existe, existe depuis 1990. Voilà.
Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Il est simplement mis peut-être plus en avant aujourd'hui dans le cadre de cette crise énergétique qui nous amène à être plus en difficulté potentielle entre d'un côté un équilibre consommation-production. Donc c'est la raison pour laquelle on vous en entendait parler plus aujourd'hui que vous l'avez entendu parler jusqu'à aujourd'hui, mais pour autant ce dispositif existe et pouvait être mis en œuvre à n'importe quel moment. D'ailleurs, il y a déjà eu des situations délicates rencontrées, par exemple, je cite la région Bretagne, qui est moins productrice que beaucoup d'autres régions, qui se trouvent souvent qui se trouvaient jusqu'à présent très en retrait par rapport au lieu de production et donc par rapport à la consommation, et qui a déjà connu des exercices un peu compliqués justement de tension électrique nécessitant de délester des lieux d'utilisation. Donc ça veut dire qu'en effet, ce dispositif existe, il est mis en place, il est simplement, et si nécessaire, utilisé en fonction de besoins. Et je l'indique encore, je le rappelle, c'est que si ce dispositif n'existait pas, nous serions potentiellement tous délestés instantanément en même temps. Voilà, donc voilà, il faut bien se rendre compte que le dispositif de délestage, c'est pas une punition, hein, comme certains pourraient l'entendre, c'est simplement un dispositif qui permet de protéger le réseau et donc de pouvoir garantir là où il y a une indispensable consommation nécessaire pour des raisons de sécurité, de santé, et ça vous l'entendez certainement bien aussi comme moi, qu'il faut absolument garantir, moyennant en effet le fait de participer individuellement et collectivement à un retrait de consommation ponctuel qui permet en effet de passer un moment difficile. Merci. Nous allons passer à la question suivante. Alors, il reste pas mal de questions. Alors, peut-être pour en aborder le maximum, on va essayer de peut-être d'apporter des réponses aussi concises que possible, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, une question, est-ce qu'on a des marges de manœuvre pour l'extinction des écrans vidéo extérieurs, publicité et communication de certaines collectivités ou lieux culturels? Alors, des marges de manœuvre, je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais alors, je vais y répondre comme je la comprends. Oui, c'est-à-dire que, alors vous avez des marges, alors je ne sais pas qui pose la question et si c'est une collectivité, évidemment, effectivement. Les marges de manœuvre, c'est effectivement si vous faites partie des services de la collectivité, notamment dans le cadre d'engagement. Hein. Je sais que, par exemple, nous, je vous évoquais tout à l'heure les partenaires EcoWatt. Ben, nous avons des partenaires, donc collectivités territoriales au sens large, hein, ça peut être métropole, région, communauté urbaine, commune, qui se sont engagés effectivement à prendre ces dispositions-là lors d'un signal rouge. Donc oui, ils ont des marges de manœuvre puisqu'ils ont pris ces engagements-là. Alors après, évidemment, ça passe en délibération, mais pour moi, la réponse est oui. Une question suivante pour savoir comment se passeront les alertes dans le cas de coupure nécessaire. Alors, donc via EcoWatt, via l'application ou le site monecowatt.fr. En fait, donc vous avez vu, c'est glissant sur 4 jours, donc à J jusqu'à J+3. Si on prend une hypothèse où aujourd'hui, dans 3 jours, on se rend compte que effectivement la tension du système électrique sera très très tendue, donc on va dire un signal rouge. Il y aura une réactualisation jusqu'à J-1, enfin jusqu'au jour J d'ailleurs, hein, une réactualisation chaque jour. On va revoir quels sont les moyens de production, les imports, etc. Donc, à J-3, vous avez une visibilité sur l'ensemble du territoire national. Donc, la carte, si elle était rouge, elle serait rouge pour la France entière. Et donc, à J-2, c'est pareil. Et J-1, dans la soirée, vous aurez une visibilité sur les départements qui seraient concernés par une coupure d'électricité. Donc, ça veut dire qu'on a estimé que malgré les éco-gestes, que malgré les services d'interruptibilité et la baisse de tension de 5%, le déséquilibre reste présent, qu'il pourrait y avoir donc des coupures le lendemain. Donc, vous serez informé la veille au soir via l'application. Ça sera relayé dans la presse, certainement au journal télévisé. Je vous invite du coup à aller sur le site monecowatt.fr qui enverra un lien, il y aura un lien de renvoi vers les sites internet des gestionnaires des réseaux de distribution. Vous pourrez y renseigner votre nom de rue
et vous saurez si effectivement votre rue est concernée ou non par une coupure. Donc ça, on est à J-1 dans la soirée. À J, il y aura une réactualisation parce qu'il pourrait y avoir par exemple une rehausse de la température et donc l'équilibre serait en fait rétabli et donc il pourrait ne pas y avoir de coupure. Mais s'il devait y avoir, vous saurez effectivement l'heure, le créneau horaire, hein, puisqu'on l'a dit, c'est vraiment pendant les périodes de forte consommation, 8h, 13h ou 18h, 20h, sachant que l'objectif étant de limiter la coupure, hein, je te dis qu'elles étaient temporaires, ces coupures, enfin elles seraient temporaires si elles devaient avoir lieu, elles seraient limitées à 2 heures sur le créneau, donc 8 heures autant que faire se peut, sur 8h, 13h, 18h, 20h. Merci. Donc, je pense que ça répond à quelques questions qui sont dans la suite du déroulé sur voilà, des informations plus concrètes sur les coupures. Il y a une autre question sur nous avons des serveurs informatiques protégés pendant 1 heure seulement et un locataire hôpital à domicile déclaré établissement de santé non protégé. Nous avons demandé à la préfecture de ne pas avoir de coupure pour ces sites. Est-ce la bonne démarche? Alors oui, c'est la bonne démarche. Alors, il y a M. Van der Spetten qui pourra peut-être reprendre s'il veut la parole, mais effectivement, donc c'est un arrêté. Donc, M. Van der Spetten expliquait tout à l'heure que c'est un dispositif qui existe depuis 1990. En effet, il y a un arrêté de cette date-là et qui vise en fait les personnes, enfin les sites prioritaires. Et c'est à la main de la préfecture de déterminer quels sont les sites qui rentrent dans cette catégorie de prioritaire. Voilà, donc c'est effectivement auprès de la préfecture qu'il faut, il faut se rapprocher des services de la préfecture. Une question suivante qui rejoint un petit peu ce que vous avez expliqué. Dans le cadre du scénario dégradé, comment sera géré le délestage du réseau? Est-ce qu'une alerte sera transmise à la population pour lui permettre de préparer ses coupures et ainsi limiter les impacts sur les dispositifs électroniques de chaque foyer? Oui, alors effectivement, si vous téléchargez l'application, il y a un service de notification. Vous allez voir, c'est marqué gérer mes notifications. Donc, il y aura une notification qui arriverait. Vous pouvez aussi, sur le site internet monecoad.fr, pour disposer d'une alerte SMS en cas de signal rouge. Et puis, vraiment, ça sera relayé. Je pense que c'est l'information, à mon avis, tout le monde sera forcément au courant, hein, puisque ça va être relayé dans la presse. Il pourrait y avoir un communiqué de presse par le ministre de l'Énergie également. Donc, la population sera en effet informée si nous devions arriver à cette situation-là. Alors, il reste encore beaucoup de questions et voilà, on a atteint l'heure du décryptage. Donc, on essaie vraiment de rester sur 1 heure. Donc, ce que je vous propose, c'est de récupérer. De toute façon, on peut récupérer toutes les questions qui ont été posées et auxquelles on n'a pas eu le temps d'apporter de réponse. Et donc, on reprendra ces questions avec Bertrand et Emmanuel pour avoir les réponses à des questions auxquelles vraiment on n'aurait pas répondu du tout. Et en fait, ce que je vous propose, c'est de mettre ce document en ligne avec les présentations sur notre site internet. Comme ça, vous pourrez à la fois voir les questions et les réponses qui restaient dans l'onglet. Donc, vous allez recevoir un mail, je pense, demain, pour vous donner l'adresse, vous rappeler l'adresse du site où vous pourrez retrouver les présentations qui seront disponibles voilà, dès demain. Et puis, vous pouvez également revoir ce décryptage en replay. Je pense qu'il sera disponible sous 7 à 10 jours sur le site internet également. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut apporter un mot de conclusion avant qu'on se quitte. Non, visiblement. Juste pour dire, si, mais non, mais je vais le faire quand même. Le sujet était tellement important qu'on a battu tous les records et de questions et d'interventions. Donc, je remercie nos 3 intervenants. C'était dans le timing et très, très intéressant. Et on va effectivement apporter les réponses à toutes les nombreuses questions auxquelles, hélas, voilà, on n'a pas eu le temps de répondre. Quinzaine de questions. Eh ben, bonne continuation à vous. Et puis, on espère que l'hiver sera pas trop froid et que ça se passera bien et que nos amis de RTE ne nous couperont pas l'électricité.
Voilà, sinon on sait où trouver Emmanuel, de toute façon. C'est ça, on a besoin d'un culture, responsable, on la on est connaît vraiment maintenant. une responsable. On est vraiment désolé. Bonne fin de journée à tous et puis à très Merci bientôt. à tous.